Bonjour. Turbo à bord de la 905, un tour de piste inoubliable au Castellet en guise d'adieu à la Lyonne. Turbo à bord de la Clio Groupe A, un essai course de la première boîte de vitesse semi-automatique française en rallye. Turbo découverte avec les essais de la Toyota Supra et du nouveau coupé Fiat. Turbo gelé avec le trophée Andros, première manche du championnat sur glace à Val Thorens. Turbo démonstration ou comment concilier la vie de famille, l'activité professionnelle et sa passion de l'automobile. Emmanuel, participante du Rallye des Gazelles, raconte. Turbo numéro 293, on met le contact tout de suite après la pub. Turbo donc est aujourd'hui au Mas du Clos en compagnie de la nouvelle Ferrari 456 GT, de la nouvelle Porsche 911 Carrera et de la nouvelle Bugatti EB110. Bugatti EB110 qui sera la vedette d'un prochain spécial Bugatti dans Turbo sur M6, je vous le rappelle, en janvier prochain. En juin dernier, il y a quelques mois, quand nous avons vu triompher les Peugeot au Mans, c'était en direct sur M6, notre plaisir, notre bonheur a été mitigé, teinté de tristesse en se disant que ces belles autos, ces gloires de l'automobile française allaient être reléguées au musée. Aussi, quand on nous a proposé ces dernières semaines de venir faire un dernier tour à bord de la 905 Peugeot, inutile de vous dire qu'on s'est précipité. Le premier en tête a été Philippe Fauconnier. C'était au Castellet. Philippe sous le casque et dans la combinaison à bord du baquet de la 905 Peugeot. D'abord, il y a le geste. Il est mal assuré, on sent l'absence quasi totale d'habitude. Et puis il y a surtout l'appréhension. Ce n'est pas tous les jours qu'on monte dans la 905. La voiture ensuite, on ne la présente plus, âgée de 4 ans. La 905 prend ici sa retraite. À cette occasion, la voiture a été aménagée. 2 baquets ont été installés à l'avant. Les places ont été séparées. La technique, le micro et la caméra qui doivent nous permettre de vous livrer à chaud nos impressions. Le pilote enfin, il s'appelle Yannick Dalmas. Circuit du Castellet, jeudi 11h du matin. Attention, c'est parti. Alors là, d'entrée, c'est époustouflant. Franchement, je croyais que ce seraient les freinages les plus surprenants, mais non, ce sont bien les accélérations. Oh là là, le pif-paf est avalé. Et c'est la ligne droite avec derrière nous la symphonie du V10. Oh là là, les tours minutes, c'est incroyable. Je n'arrive pas à lire sur le compteur de Yannick, mais la vitesse est affichée 240, 260, 280 km/h, 290, 12 000 tours minutes, freinage, puis accélération. Oh, c'est violent, c'est physique. On ressent fort, très fort chaque virage, chaque freinage, chaque accélération. Et le bruit à l'intérieur est vraiment phénoménal. Le pire est de s'imaginer passer 1h ou 1h30 dans cet enfer. C'est ce que font les pilotes, bien sûr, pendant les 24 heures du Mans, ou bien en Formule 1. Oh, les freinages sont violents. Ça, c'est vraiment pas le confort qui caractérise la voiture. Et les courbes, elle se tient très bien. La voiture tient très bien en courbe. Elle reste bien accrochée, malgré un petit décrochage là juste en sortie de virage. Mais les pneus sont certainement pas au top. En tout cas, comme diraient certains, je n'irai pas jusqu'à Marseille dans ces conditions. Et en même temps, on n'a pas envie que ça s'arrête. Oh là là, ça pousse. On imagine un peu les sensations d'une Formule 1. On comprend que la compétition à ce niveau demande une forme physique extraordinaire. C'est vraiment terrible. Les chocs sont un peu violents dans le casque et dans le cou. Je veux dire, je suis contracté, je fais un peu partie de l'arceau de sécurité là. Voilà, on aborde la ligne droite des tribunes. Oh, l'accélération est incroyable. C'est bien au-delà de ce qu'on peut s'imaginer, même si on pratique la moto par exemple. Ça n'a aucun rapport. Oh, freinage. Alors là, c'est quand même difficile à supporter les freinages avec changement de vitesse.
Voilà, malheureusement ici, notre micro a décroché. Heureusement, puisque cet incident nous permet quelques mots de conclusion sur ce qui sera sans doute les dernières images de la 905 roulante. Mots d'admiration d'abord pour le travail accompli par le Peugeot Talbot Sport, puis remerciements ensuite sur ces quelques minutes passées aux côtés de Yannick Dalmas. En 94 en tout cas, le PTS a un autre défi à relever, celui de la Formule 1. Alors bonne chance. Les sourds. C'est super, hein, c'était un grand moment. Bien, nous allons essayer maintenant la nouvelle Toyota Supra et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants Olivier Porchereau et sa caméra démarrent en ce moment cette séquence sur des plans de la Porsche 911 Carrera. Parce que c'est vrai qu'avec son moteur 6 cylindres, biturbo, 24 soupapes, 3 litres et ses 330 chevaux, eh bien la japonaise, la Toyota Supra, est aujourd'hui, comme le font remarquer nos confrères d'Option Auto, la GTI 2+2 la plus puissante de sa catégorie. La cible visée est clairement annoncée, c'est l'Allemagne, avec Porsche, avec la 928 GTS et pourquoi pas au-delà, la BMW M3. À vous d'en juger, à vous d'en conclure, après l'essai maintenant organisé par Frédéric Viger. Même à l'arrêt, le moins que l'on puisse dire est que la nouvelle Supra ne passe pas inaperçue. Plus compacte, plus ramassée, mais plus large que l'ancienne version, elle affirme d'entrée ce qu'elle est devenue pour sa deuxième génération, une véritable GT. Pour le visible, le monumental aileron arrière, les impressionnantes prises d'air sur les flancs et sur le capot, ou encore les pneus des Michelin MXX3 en 235 à l'avant, 255 à l'arrière, montés sur des jantes de 17 pouces. Pour ce qui l'est moins, une lame qui sort à l'avant au-dessus de 90 km/h pour améliorer la stabilité à haute vitesse et une chasse au poids superflu. Les ailes arrière sont en résine, le réservoir en polyéthylène, le toit et le capot moteur en aluminium. À l'intérieur, pas de surprise, c'est sobre mais complet. 2 airbags, direction assistée, climatisation, sellerie cuir et j'en passe. Toyota France a choisi de n'importer que la version haut de gamme de la Supra, un véritable cocon pour le conducteur et le passager avant. À l'arrière en revanche, coupé 2+2 oblige, la place est comptée. Sous le capot enfin se cache le cœur de la nouvelle Supra. Un 6 cylindres en ligne, 3 litres, 24 soupapes, gavé par 2 turbos. Ces 330 chevaux en font la GT la plus puissante de sa catégorie. Pour les domestiquer, seule la boîte 6 rapports sera disponible en France. Sur la route, le 3 litres biturbo est un régal. Les 2 turbos fonctionnent par étage, le second se déclenchant au-dessous de 4000 tours. Ça pousse alors très fort, mais sans brutalité. Mais plus encore que la puissance, c'est le couple qui impressionne. Un maximum de 45 mètres-kilos et surtout plus de 90% de ce couple disponible entre 1300 et 4500 tours. Les reprises et l'agrément sont exceptionnels. Souveraine sur les grands axes, la Toyota reste efficace et sûre sur petite route. ABS très performant, anti-patinage, différentiel Torsen, la débauche de technologie et les gros Michelin y sont pour beaucoup. Avec ses 1635 kg pour 330 chevaux, la Supra rentre dans le petit clan des moins de 5 kg par cheval et les performances suivent. Un peu plus de 5 secondes de 0 à 100 km/h, moins de 25 pour le kilomètre départ arrêté et une vitesse maxi limitée électroniquement à 250 km/h. Sachez enfin que la nouvelle Supra, devenue une GT très performante, est un coupé Targa. Le toit s'escamote et rejoint le coffre en moins de 5 minutes. Vous pourrez ainsi rouler au soleil, presque cheveux au vent, mais à 420 000 francs l'unité, c'était bien le moins que l'on puisse vous offrir. Je pense qu'il y en a qui ne vont pas trouver ça très sympa que je vous présente maintenant l'essai du petit coupé Fiat devant cette magnifique Bugatti. C'est vrai que les qualificatifs que l'on a déjà prononcés à son envers et à son endroit ne sont pas toujours très flatteurs, pas très sympas parce qu'on a dit que la finition était plutôt cheap, que l'allure était ringarde, bidon et que d'une façon générale, ça s'apparentait plutôt à une voiture façon dragueur Côte d'Azur. Il n'empêche que les petits coupés Fiat ont toujours eu leurs fervents, leurs admirateurs, et bien à vous de juger maintenant avec l'essai de celui-ci.
Et c'est vrai, Fiat retrouve aujourd'hui une partie de sa mémoire. En 52, le 8V marquera un cap pour Fiat, qui depuis l'apparition de la 1100S en 47 a décidé de s'intéresser à nouveau à ce marché pourtant confidentiel. Les années 60, puis les années 70, et enfin la Fiat Dino à mécanique Ferrari ne peuvent, c'est vrai, retomber dans l'oubli. Aujourd'hui, il s'agit donc d'une succession, un exercice particulièrement difficile, d'autant qu'on le voit jusqu'ici, le succès a été au rendez-vous de chacun des modèles précédents. Alors aujourd'hui, c'est vrai, la question c'est vilain petit canard ou pas? Je vous laisse juger sur pièce. Le moins qu'on puisse dire en tout cas, c'est que la ligne est personnelle, ce qui n'est à notre avis jamais un défaut en matière automobile. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de toute façon le coupé Fiat ne laissera personne indifférent. C'est le cas des voitures à forte personnalité. Pininfarina, qui a signé cette robe inhabituelle, n'a en tout cas rien négligé. Jantes, rétroviseurs, bouchons de réservoir, tout a voulu ici rappeler la course et la performance. L'intérieur a été traité de la même façon, la planche de bord, la couleur de la carrosserie, le volant, les compteurs, l'ensemble ne fait pas de concession, on reste résolument dans le domaine sportif. Véritable 4 places doté d'un vrai coffre, ce coupé sera proposé en 2 motorisations 2 litres 16 soupapes ou comme ici 2 litres turbo. Vous l'aurez compris, lorsque nous nous sommes installés au volant du coupé Fiat, notre curiosité était déjà bien éveillée. Une voiture disposant d'une telle personnalité pouvait encore nous décevoir sur la route, et bien rassurez-vous, il n'en a rien été. Direction, suspension et motorisation ne réservent aucune surprise désagréable, bien au contraire. Le coupé Fiat est une traction avant, il peut donc être mis entre toutes les mains et par tous les temps. On a en plus couplé un système ViscoDrive qui permet de transmettre aux roues toute la puissance disponible. Vous le voyez Dominique, l'essai de cette voiture a gommé la plupart des défauts cités tout à l'heure. Sécurité, performance avec 28 secondes au 1000 mètres et 225 km/h maxi, confort même, rien ne semble donc devoir s'opposer à son succès. Reste tout de même une très importante question, le prix auquel sera vendue cette voiture. C'est lui seul qui en fait déterminera le succès du coupé Fiat, la concurrence sur ce secteur étant restée très vive. Des essuie-glaces aux phares en passant par les pneus et bien d'autres domaines, depuis que l'automobile et le sport automobile existent, eh bien, la technique automobile n'a cessé d'évoluer au fur et à mesure des compétitions. Renault Sport vient d'en démontrer une autre application en collaboration avec Magneti Marelli, la mise au point de la première boîte semi-automatique française adaptée au rallye. Nul doute que cette nouvelle technique trouvera un jour une application dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Octobre 93, une Clio Groupa officielle se déchaîne dans les spéciales du rallye du Limousin, épreuve du championnat de France. Rien d'extraordinaire vu de l'extérieur, direz-vous. Il n'empêche, vu de l'intérieur, cette voiture est en train de révolutionner le monde du rallye. 60 mètres, droite à fond, 200 mètres. Le détail qui change tout, c'est le levier de vitesse. Celui-ci est disposé plus en hauteur et les changements de vitesse ne s'opèrent plus selon une grille classique de passage, mais d'avant en arrière. Il s'agit d'une boîte semi-automatique. Avec Subaru, Renault est donc le premier constructeur à imposer cette technologie en rallye. La grosse différence par rapport à la F1, c'est qu'on ne retrouve pas les 2 petits boutons de part et d'autre du volant. On a conservé un levier traditionnel et un embrayage pour passer la première. Développée avec Magneti Marelli en vue d'une exploitation sur les voitures de série, la boîte de vitesse elle-même est classique, seul le fonctionnement de la commande est modifié. En gros, il s'agit d'un système d'électrovanne et de vérins hydrauliques qui actionnent les différents rapports grâce à un calculateur. Explication du metteur au point, Philippe Bugalski. Une opération de démarrage, j'enclenche ma première comme une voiture classique, c'est-à-dire avec un embrayage qu'on a conservé, en tirant derrière. Donc j'enclenche ma première, j'ai un afficheur qui est face à moi au tableau de bord qui m'indique que j'ai bien enclenché ma première. Suite à ça, je monte mes rapports en tirant tout le temps le levier vers l'arrière, donc en tirant très fort et en laissant le pied sur l'accélérateur pleine charge.
Pour ce qui est des opérations de rétrogradage, donc on freine classique comme une voiture de série, freinage très fort, et là des impulsions vers l'avant, sans débrayer. Et toujours pareil, donc avec mon afficheur en face, je sais sur quel rapport je décide et je vais franchir les courbes. Gauche 110 ouvre, plus gauche à fond carrefour. Pour droite 120, salle, corde ouvre. Autre intérêt de la boîte Renault, elle effectue les rétrogradages en cascade en restant appuyé sur le levier, à l'inverse d'une boîte séquentielle. On peut descendre tous les rapports sans opération. Avec la boîte de la Clio, on passe ainsi les rapports 2 fois plus vite qu'une boîte de course et 5 fois plus vite qu'une boîte de série. Gauche à fond saute, et 80 mètres frein, épingle droite 70, saute extérieur. Frein, épingle droite 70, saute extérieur. Et à fond 30 mètres. Les débuts de ce système sont prometteurs puisque Bugalski est monté sur le podium pour sa 2e sortie. L'avenir en rallye de la boîte semi-auto n'est pas encore défini. Renault poursuit ses tests de fiabilité et d'endurance cet hiver avant de se prononcer. L'automobile, en règle générale, vous le déplorez, mesdames, et vous le savez mieux que quiconque, messieurs, est entaché et flanqué d'une vilaine image machiste. Il n'empêche que quand une jolie jeune femme débarque dans votre bureau et vous propose d'assurer, comme l'on dit dans notre jargon, la couverture télé du rallye qu'elle organise, vous ne savez pas lui résister, vous ne savez pas lui dire non, surtout quand elle vous a expliqué par ailleurs que le rallye qu'elle organise est composé d'équipages à 100% féminins. Alors là, c'est le réflexe inverse. Il y a surbooking au niveau de la demande de participation des journalistes de Turbo. Au-delà de cette image d'Épinal, nous avons voulu savoir comment vous arrivez, vous, mesdames, à assurer votre passion de la mécanique, comment vous vous arrangez avec votre mari, votre employeur, vos enfants. Un reportage de Thierry Albazini et Raphaël Walter sur la rallye des Gazelles en plein désert. Bon courage, messieurs. Je m'occupe de la maison, je m'occupe du jardin, je m'occupe de mon mari. J'ai un travail très prenant. Je travaille à temps plein. Je n'ai pas dit à plein temps, j'ai bien dit à temps plein. Je fais de la comptabilité ici. Je fais un peu de gestion, je m'occupe quoi. Fini le train-train quotidien, bonjour le Maroc et l'aventure pour Emmanuel et les 40 Gazelles. Bon, mon mari, c'est sûr qu'au départ, il n'était pas très heureux parce que s'y attendait pas trop, quoi. Bien qu'il sache que je suis pas, quelque part, je suis un peu folle, donc il sait bien que je vais tenter des choses un peu folles. La première fois qu'elle m'a proposé les rallyes des Gazelles, j'y croyais pas, parce que je me suis dit que ça allait être quelque chose, un caprice, qu'elle allait, parce que ça lui plaisait le côté aventure. J'étais persuadé que ça allait durer 5 minutes, quoi. Et maintenant, ça fait 2 ans que ça dure. On se donne toujours des limites dans la vie qu'on veut dépasser. Et là, on les dépasse. Et on en a conscience. C'est assez fabuleux pour ça. Changer une roue qui a éclaté alors que nous sommes sur le sable, bon, bah, en ville, c'est déjà une catastrophe quand on crève. Alors bon, c'est pourtant simple en ville de crever une roue et de faire signe, monsieur, vous voulez pas m'aider, quoi. Alors que là, on est en plein désert, en plein soleil, on panique pas. Il faut qu'on le fasse. Je crois que quand on est face à des difficultés insurmontables, on les surmonte. La difficulté est énorme. Quand on ne sait plus où on est, quand on ne sait plus se situer, ça c'est l'horreur. Puis on n'a pas de GPS, on n'a aucun moyen électronique pour se retrouver, on n'a rien. On a une boussole, un compas, une règle CRA et une carte. Alors comme ça c'est réglé. La première spéciale, j'avais mis ma règle CRA à l'envers. Inutile de vous dire que je suis partie plein nord alors qu'il fallait partir plein sud. Quand on se retrouve au bivouac, il y a comme une osmose entre les nanas. Et nous avons toutes les mêmes termes pour nous préoccuper de celles qui ne sont pas rentrées, par exemple. On arrive là, même si c'est 2h30, on demande s'il y en a qui ne sont pas rentrées.
Pour toutes ces gazelles, ce rallye, c'est l'aventure de leur vie, la bouffée d'oxygène de leur quotidien. Une aventure qui a un prix, 140 000 francs au total, voiture, transport, frais et engagement compris. Pour Emmanuel, ce sont les fournisseurs de sa société qui l'ont aidé. Pour d'autres, c'est un véritable sacrifice financier. C'est cher, si vous voulez, c'est cher parce que c'est cher par rapport à une semaine au Club Med, hein, ça, c'est clair. Mais moi, je ne prends jamais de vacances. J'aime pas les vacances d'abord parce que ça me gonfle, ça me fatigue. Je veux faire des choses extraordinaires. Le reste est important, bien sûr. Le mari est important, la maison est importante, les enfants sont importants. On passe beaucoup de temps, presque tout son temps avec tout ça. Mais il faut vivre autre chose à un moment. Il faut aller voir ailleurs. Je crois que ma fille est assez fière de sa mère. Parce qu'elle elle me dit d'ailleurs qu'elle n'a pas de copine dont les mamans font des choses comme ça, elle est fière. Quant au pauvre mari, pour une fois, c'est lui qui a le mauvais rôle et vivre avec une gazelle, c'est pas drôle tous les jours. C'est lui qui tient la boutique et s'occupe des enfants pendant que madame s'éclate dans le désert. Ça fait 2 ans qu'elle en parle 6 mois avant. Pendant 15 jours, on n'en parle pas parce qu'elle y est, et une fois qu'elle en est revenue, on en parle encore pendant 4 mois. Si on prenait ce cap-là, parce que nous on est là. Hein, on ne se rend pas bien compte de la difficulté que ça représente pour les gazelles de tourner pendant 15 jours dans le désert. Je suis sûr que c'est compliqué, parce que j'ai eu l'occasion de voir des cassettes vidéo de ce qu'elles font. Quelquefois, c'est quand même très dur, je le reconnais. Si vous connaissez les grands classiques de la chanson française, vous savez, puisque Jacques Brel le chantait, que les taureaux s'ennuient le dimanche. Alors vous imaginez le désarroi qui s'empare des pilotes de course lorsque la saison de circuit et sur route s'achève. Ils ont pourtant trouvé depuis quelques années une bonne raison de s'amuser, de se défouler. C'est le championnat sur glace. Alors avant de vous dire dans quelques instants de quoi votre réveillon de Noël sur M6 et dans Turbo particulièrement sera fait la semaine prochaine, eh bien je vous propose de suivre avec Philippe Fauconnier la première manche du championnat de France sur glace, Trophée Andros, c'était à Val Thorens. Val Thorens, 2300 mètres d'altitude sous la tempête. Le samedi, pour les manches qualificatives de cette première épreuve de la saison, la visibilité quasiment nulle a transformé ce qui s'annonçait comme une partie de plaisir en véritable cauchemar. Se qualifier dans ces conditions relevait de l'exploit. Déjà la glace, ça glisse, mais en plus les pilotes engagés ne sont pas les premiers venus. Regardez ici Philippe Bugalski dans ses œuvres. Vous comprendrez sans doute mieux à quel niveau se situe aujourd'hui le Trophée Andros. Grandissime favori, en tout cas avec Chose, Choma, Gache et Darniche, la petite marque française Mega. Mais on attendait Opel également avec Chatriot, Snowbeck et Belmondo. Il y avait aussi BMW avec Tarès, Ballas et Bugalski, ou encore Mercedes avec Tambay et Schlesser. Vous le voyez, rien que du très beau monde, avec des voitures hyper préparées. Le spectacle s'annonce grandiose. Je suis ici dans une épingle qu'on négocie, voyez, en secondes. Comme nous, vous découvrez avec Jacques Lafitte au volant de sa 106 Dillman à moteur V6 ce circuit de 855 mètres de long sur lequel le record fut réalisé ce week-end en 1 minute 49 secondes et une poignée de centièmes. Et heureusement, le dimanche, c'est le soleil qui est au rendez-vous. À l'heure des finales, on attend donc le grand duel Mega BMW, puisqu'en qualification, ce sont eux qui ont signé les meilleurs chronos. Regardez bien, il y a du monde, beaucoup de monde. Vu la largeur de la piste, doubler devient ici un véritable challenge.
Ici, vu de l'intérieur, Bugalski à la lutte avec Lafitte, ça va coincer longtemps, vous allez le voir, avant de pouvoir passer. Ça touche encore, mais ça ne passe toujours pas. Ici, c'est l'intérieur qui va finalement permettre à Bug de s'imposer. Mais 10 tours en finale, c'est très peu pour tenter de remonter un handicap. Et puis, il y a les aventures des uns et des autres. Ça, c'est sans commentaire et ce sont vraiment les risques du métier. Enfin, retenez que ce sont Maurice Chaumat, François Chauche et Philippe Gage sur Méga qui ont dominé les débats ce week-end. Ils devancent Marcel Tarès, BMW et Chatriot sur Opel Astra. Le week-end prochain, Turbo fête Noël. La réaction miniature, ce n'est ni un mirage, ni un mystère, c'est un fantôme, enfin presque. 2,40 m de long, 1,60 m de large, 12 kg. Construit par Éric Rantet, ingénieur en aéronautique, il s'agit du seul avion biréacteur miniature existant au monde, vitesse de vol 250 km/h. Un bijou de reproduction, le tracteur Vierzon. 5 années, 6500 heures de travail, un véritable moteur diesel et au bout du compte, un exploit. La reproduction fidèle d'un tracteur fabriqué autrefois à Vierzon par la société française, célèbre firme de matériel agricole, aujourd'hui disparue. La Loco d'Yvon, une locomobile, un engin de 9 tonnes conçu en Angleterre dans la première moitié du 19e siècle et qui servait de moteur fixe aux batteuses à blé. Yvon Daudin, à force de milliers d'heures de travail, a reconstitué au 1/8 cet extraordinaire engin fait de bielle, de boulons et de courroies. Et en plus, elle fonctionne comme la vraie. Le Flat 6 miniature, une maquette métal à l'échelle 8e, fabriquée au Japon et commercialisée en kit à construire. C'est la réplique quasi exacte et qui marche du moteur de la Porsche 911 Carrera RS 2,7 litres. Bernard Caran, le Père Noël des enfants sages. De vraies voitures de rêve, comme on en voit sur les salons, mais celles-ci sont à la taille des enfants. Alors, si vous voulez rêver, toujours rêver, encore rêver, vous regardez Turbo spécial Noël le week-end prochain. En attendant, bon dimanche, bonne semaine, préparez bien Noël. Salut!